Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les Comores attendent les résultats de l'élection présidentielle du 14 janvier pour laquelle 6 candidats sont en lice. Nous en parlerons avec l'invité de cette édition, M. Kamal Abdallah, porte-parole du Dr Salim Issa Abdillah, candidat à la présidentielle. Le Togo s'arme pour lutter efficacement contre le cancer. Un conseil national de lutte contre cette pathologie a été créé par décret gouvernemental le 12 janvier. Sa mission principale sera de mener des actions de prévention et de prise en charge. Et retour sur le match Sénégal-Gambie, remporté 3-0 par les Lions de la Teranga pour le compte du premier match de phase de poule. Les Sénégalais ont su défendre leur titre de champion d'Afrique dès l'entame de la compétition. Détail à suivre dans cette édition. L'archipel des Comores est dans l'attente des résultats du double scrutin du 14 janvier, à savoir l'élection des gouverneurs et la présidentielle. Plus de 338 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour notamment départager les 6 prétendants à la magistrature suprême, parmi lesquels se trouve le président sortant Azali Assoumani, qui brigue un 3e mandat, ainsi que le docteur Salim Issa Abdillah, candidat du principal parti d'opposition, Djoua. Son porte-parole, M. Kamal Abdallah, est l'invité de cette édition. Bienvenue. Merci de m'avoir accordé cette opportunité et de pouvoir dire exactement ce qui s'est produit lors de ce scrutin du 14 janvier. Alors pour ce double scrutin du 14 janvier, il y a 2 salles, 2 ambiances. Quand le parti au pouvoir se félicite du déroulement du scrutin dans un climat serein, l'opposition dénonce des fraudes et a dénoncé des fraudes déjà quelques heures seulement après l'ouverture des bureaux de vote. Il y a aussi des manifestations qui ont déjà éclaté à Moélie à Anjouan. Quelle est votre lecture de la situation ? Écoutez, sincèrement, nous n'allons pas jouer les gens surpris, parce que le colonel Azali Assoumani, on l'a déjà pratiqué, on le pratique encore depuis 2016, pour ne pas dire depuis 1999. Donc c'est un homme de coup d'État, c'est un homme de putsch, un putschiste récidiviste. C'est quelqu'un très allergique au processus démocratique. Donc on s'attendait, on savait qu'il allait récidiver, essayer de tricher, de faire un hold-up électoral, c'est dans ses habitudes. Mais on a tenu absolument à aller au terme de ce processus. Parce que nous avons une idée de pouvoir le révéler à la face du monde. Il fallait que le monde entier découvre Azali Assoumani et découvre exactement de quoi il est capable. Alors justement, les 5 candidats de l'opposition dénoncent des irrégularités et des bourrages d'urnes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition est en capacité d'apporter des preuves à ces allégations ? Est-ce que le parti Djoua prévoit de recourir à des voies légales pour contester ? Tout à fait. Des preuves matérielles existent. Même des images existent. Et d'ailleurs, depuis dimanche, ces images circulent sur la toile qui démontrent d'une manière irréfutable toutes les malversations qui se sont produites, tous les bourrages d'urnes qui ont eu lieu, tous les trafics qui ont été effectués au niveau des procès-verbaux, tout ce qui a été réalisé, notamment exclure les représentants des candidats dans les bureaux de vote, se trouvaient uniquement les candidats représentant le colonel Azali. Le même colonel Azali, candidat à une élection présidentielle à laquelle il devait prendre congé de ses fonctions, mais qui a continué à exercer ses fonctions de président en signant des décrets, en changeant des responsables politiques de leur poste, en enlevant le responsable de la Cour suprême, des actes auxquels la Constitution ne lui permet pas d'exercer dans la mesure où il était candidat à sa propre succession. Il y a quelques semaines, le parti Djoua hésitait encore à participer à cette élection. Il y avait une idée de boycott qui planait. Finalement, vous avez participé. Est-ce que cette stratégie un peu hésitante, finalement, ne nous a pas desservi ?
Absolument pas. Ce n'est pas le parti Joie uniquement qui était hésitante à prendre part à cette élection. C'est le Front commun élargi. C'est-à-dire qui rassemblait toutes les forces de l'opposition, toutes les forces vives de l'opposition. Nous avons dit, une bonne partie d'entre nous avait dit qu'ils ne prendraient pas à cette élection, parce qu'ils savaient ce qui allait se produire avec Azali. Mais une autre partie a dit, il faut y aller, il faut tenter il faut aller, il faut le mettre à l'épreuve des élections et permettre à la communauté internationale d'en être convaincu que cet individu est irrécupérable. Tout simplement parce qu'il est allergique à tout processus démocratique. Azali, c'est un militaire, c'est un putschiste. Vous avez parlé d'une coalition du parti Joua. Pourquoi l'opposition s'est présentée en ordre dispersé? Pourquoi ne pas avoir choisi un candidat unique? On aurait pu le faire, mais vous savez que des ambitions étant, chacun pensait pouvoir mettre en difficulté Azali. Mais nous étions convenus qu'au deuxième tour, on allait rassembler toute l'opposition pour soutenir un seul candidat. Est-ce que ce n'était pas aussi un risque de prendre le docteur Salim Issa Abdillah comme candidat, alors qu'il est assez peu connu sur la scène politique? Oui, c'est vrai que le docteur Issa n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se mettre au devant de la scène politique. C'est un homme discret, c'est un homme réservé, mais il y avait le parti Joie qui était derrière lui. Et le parti Joie n'est pas un parti inconnu, c'est la première force politique du pays. C'est une force créée en 2014 qui a toujours remporté toutes ces élections. Alors, quel que serait le candidat présenté par le parti Joie et soutenu par l'ensemble de l'opposition nationale, il avait toutes les chances d'être élu. De toute façon, Azali Assoumani n'a jamais remporté une élection. Enfin, une dernière question peut-être pour finir. La diaspora n'a pas voté. Pensez-vous que ces suffrages auraient pu être décisifs pour la présidentielle? Je voudrais vous dire d'abord que vous savez que jusqu'à l'heure où je vous parle, les résultats des élections ne sont pas connus. On est en pleine spéculation. Mais est-ce que la diaspora, le vote de la diaspora aurait pu peser dans ces élections? Tout à fait. Vous le regrettez? Absolument. Et nous avons milité pour que la diaspora puisse voter. Un Comorien sur deux se trouve à l'extérieur. Donc la moitié du pays se trouve à l'extérieur. Mais c'est l'effort que nous allons réaliser dès que nous aurons la possibilité de revenir dans les affaires. La diaspora prendra part, comme il est de coutume, dans tous les pays du monde, c'est le cas. Je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas au niveau des Comores. Une diaspora qui contribue à hauteur de 130 milliards par an au niveau du premier contributeur financier du pays. Il est normal qu'elle ne soit pas uniquement un portefeuille, mais qu'elle puisse aussi apporter sa part dans l'édification de la société comorienne. Mais mon message aujourd'hui, je voudrais m'adresser à la communauté internationale. Parce que Azali, ça fait 15 ans depuis qu'il est à la tête de notre pays. Il a déjà dirigé le pays durant 7 ans et il est revenu aux affaires en 2016 et ça fait 7 ans aujourd'hui depuis qu'il est là. Et il voudrait encore rempiler pour 5 autres années. Mais entre-temps, il y a eu un changement de constitution. Qu'il a fait. Il a même modifié en 2019 une constitution qui n'a été votée que par 9%, puisque l'opposition a boycotté cette élection. Comme l'opposition a boycotté également l'élection des députés et celle des gouverneurs. C'est une des premières élections dont l'opposition s'est engagée. Et d'ailleurs, je me réjouis parce qu'au jour d'aujourd'hui, aussi bien la partie qui n'était pas pour les élections que celle qui était engagée dans des élections se sont retrouvées aujourd'hui, se sont réconciliées. Donc l'opposition aujourd'hui est unie et va faire face aux malversations d'Azali. Donc je pense que la communauté internationale a intérêt à contribuer à une normalisation de la situation aux Comores. Je n'oublie pas que nous avons Mayotte à côté, et La Réunion également. Merci. Et que si cela
dérivé, Oui. il y aurait des conséquences sur la Réunion et sur Mayotte. Merci Monsieur Kemal Abdallah d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du docteur Salim Issa Abdillah, candidat à la présidentielle sous les couleurs du parti Djoua. Merci de votre invitation. Le nouveau gouvernement malgache a été dévoilé le 14 janvier, soit 10 jours après la reconduction de Christian Sey au poste de Premier ministre. Sur les 27 ministres nommés, 15 ont été reconduits. La nomination de 9 secrétaires d'État devrait être annoncée dans les prochains jours. Plus de détails avec Mildred Diamou. Le premier gouvernement dans le cadre du second quinquennat du président Andry Rajoelina est en place à Madagascar. Le nouveau gouvernement, composé de 27 ministres, dont 15 reconduits, 12 nouveaux et 7 femmes, a été présenté au soir du 14 janvier 2024 lors d'une cérémonie officielle au palais présidentiel d'Iavoloa. La composition de la nouvelle équipe gouvernementale intervient après la reconduction de Christian Sey au poste de Premier ministre le 4 janvier 2024. Je pense que le président Drazuan veut aller très vite et on sait qu'il aime la rapidité dans tout ce qu'il peut œuvrer, sachant les tensions qui existent à Madagascar, mais également surtout les différents challenges qui attendent ce nouveau gouvernement pour lutter contre la pauvreté et puis pour permettre vraiment à Madagascar de pouvoir émerger, ce qui était l'objectif premier du président lors de son premier mandat. Le président Andry Rajoelina a une fois de plus préféré la continuité dans le choix de ses collaborateurs au sein de l'exécutif. La particularité du nouveau gouvernement malgache est qu'il comporte le plus jeune ministre âgé de 28 ans. Lors de la prestation de serment, les ministres se sont notamment engagés à œuvrer pour le bien de la population et à ne pas céder à la corruption. Le président Rajoelina a pour sa part souligné le changement et l'accélération du développement comme chantier majeur du nouvel exécutif. Je pense qu'aujourd'hui, avec un contexte beaucoup plus paisible sur ce second mandat, il sera très attendu et qu'on va très vite voir quelles vont être les premières mesures engagées par ce nouveau gouvernement. Près de 500 dossiers de candidature ont été reçus par la présidence et la primature. Les dossiers restants seront triés en vue de la prochaine nomination des secrétaires d'État selon le président Andry Rajoelina. La nomination de 9 secrétaires d'État complétera la formation du gouvernement dans les prochains jours. L'actualité au Nigeria, c'est la fin d'une attente de plusieurs années. La raffinerie privée de l'homme d'affaires Aliko Dangote, qui ambitionne de devenir la plus grande raffinerie d'Afrique, a commencé à produire du diesel et du carburant d'aviation le 12 janvier. Si ce projet n'est pas la solution miracle pour faire face à la crise énergétique au Nigeria, il reste tout de même un bon moyen de relancer le secteur grâce à une capacité de production de 650 000 barils de pétrole par jour. Ces installations situées à la périphérie de Lagos ont coûté 19 milliards de dollars. C'est un pas de plus vers la prévention et la prise en charge du cancer au Togo. Le gouvernement togolais a adopté le 12 janvier un décret portant création du Conseil national de lutte contre cette pathologie. Objectif affiché, renforcer la coordination entre les différents intervenants et améliorer la mobilisation des ressources nécessaires. Les précisions de Samantha Saberou Saboubanga. Dans le but de lutter efficacement contre le cancer, le gouvernement togolais a adopté le 12 janvier 2024 le décret portant création d'un conseil national de lutte contre le cancer au Togo. Ce conseil aura pour mission d'orienter et de coordonner les différentes initiatives déjà mises en place par l'exécutif et d'améliorer la mobilisation des ressources. Si le gouvernement togolais a choisi de prendre une initiative en faveur de la grave pathologie qu'est le cancer, on ne peut que s'en réjouir. Mais en général, au Togo, entre le vœu émis et la pratique, il y a toujours un fossé. Espérons qu'il n'en sera pas de même ici, mais le décret, la décision demeure assez vague parce que mobiliser les ressources, à quel niveau, à quelle quantité de ressources? Parce que, voyez-vous, le cancer est une pathologie qui nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de fonds. Et souvent, le Togo n'est pas suffisamment équipé en appareils pour soigner les cancers.
Selon les données du ministère togolais de la Santé et de l'Hygiène publique, environ 7000 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés en 2022 au Togo. Ces statistiques soulignent l'urgence de prendre des mesures pour lutter contre cette maladie. Au niveau mondial, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique enregistre chaque année environ 1,1 million de nouveaux cas de cancer, entraînant jusqu'à 700 000 décès. Le problème de la santé, c'est un problème grave au Togo, dans la mesure où la misère, la paupérisation de la population ne permet pas de se soigner correctement. Même avec une facture liée à 100 000 francs, beaucoup de nos compatriotes sont condamnés à mort, ou bien à prendre des breuvages fabriqués artisanalement, etc., avec les plantes, etc., où se pose toujours le problème de dosage. Donc voilà nos réalités. Bon, si cette décision est appliquée, eh bien, on s'en réjouira pour ceux qui attrapent cette pathologie-là. Le Togo s'est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre le cancer. Entre autres mesures déjà prises, l'adoption d'un plan national de lutte, la création d'un institut national dédié, l'élaboration de campagnes de sensibilisation et de vaccination en particulier contre le cancer du col de l'utérus ou encore la création il y a quelques semaines d'un registre national des cancers. Parallèlement, une unité de traitement de cancer infantile et un centre international de cancérologie ont été rendus opérationnels il y a 2 ans. C'est le score le plus net depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui a commencé le 13 janvier en Côte d'Ivoire. Pour leur premier match, les Lions de la Teranga ont brillé. Les Sénégalais, tenants du titre, se sont imposés 3-0 face à la Gambie. Une large victoire qui a fait la joie des supporters réunis dans les fan zones. Le point avec Cheikh Omar Kamara. Au Sénégal, la banlieue de Dakar a été le théâtre d'une célébration de l'entrée en lice des Lions de la Teranga à la CAN 2023. Le 15 janvier 2024, les fan zones ont vibré au rythme des chants et cris de joie. Des milliers d'amoureux du ballon rond de tout âge s'y sont retrouvés pour apporter leur indéfectible soutien à l'équipe championne d'Afrique. La victoire du Sénégal contre la Gambie sur un score de 3-0 a déclenché une liesse. Des supporters visiblement dans les mois exultent leur joie après cette performance entrée en compétition réussie des Lions de la Teranga. C'était un très bon match. Je savais que le Sénégal contre la Gambie, ça allait être un bon match. Je sais que la Gambie joue bien, mais nous sommes les Lions du Sénégal et je savais qu'on allait gagner avec un score de 3-0. Les réactions des supporters reflétaient un mélange d'euphorie et d'espoir. Dans l'ensemble, ils semblent tous exprimer leur confiance aux performances futures de l'équipe nationale. Certes, il fait très chaud comme vous le constatez. Malgré cela, les gens sont restés pour suivre le match du début à la fin. Dieu merci, le Sénégal a gagné. On est content, on jubile. Et on demande vendredi prochain qu'il y ait beaucoup plus de monde pour célébrer une nouvelle victoire contre le Cameroun. Et on compte rester jusqu'au 11 février 2024 avec une victoire finale du Sénégal. La fan zone a servi de témoignage vibrant de l'impact profond du football en tant que force unificatrice, rassemblant les cœurs et les esprits dans une célébration de l'excellence sportive et de l'unité nationale. C'est le carton rouge qui nous a handicapés. Tout le monde sait que le Sénégal est meilleur que la Gambie. Ils sont champions d'Afrique. Ce n'est pas pareil. Je porte un maillot de la Gambie et un bandeau aux couleurs du Sénégal. C'est juste pour vous dire que le Sénégal et la Gambie sont des pays frères. La Gambie est à l'intérieur du Sénégal, donc c'est une victoire pour tout le monde. À noter que des fan zones ont été mis en place par le ministère des Sports sur l'ensemble des 46 départements du Sénégal dans le cadre de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.